Bonjour, je suis le docteur Christian Durtès, pédiatre. J'ai exercé pendant plus de 30 ans. Le but de ces petites vidéos est de rassurer les parents et de leur donner les moyens de reprendre en main par eux-mêmes la santé de leurs propres enfants, tout en sachant qu'il y a des limites et qu'il faut savoir faire appel au médecin, c'est pas de se substituer au médecin. Alors sachant que chaque maladie de l'enfant qu'il fait est un moyen pour lui de développer une compétence immunitaire qui va lui servir pendant toute sa vie. Bon visionnage et surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je répondrai s'il y a des questions qui se posent, à voir comment est-ce qu'on peut faire. Chers parents, en cette période de printemps, il me semble intéressant de vous parler de la floraison des enfants que représentent les maladies éruptives infantiles. Alors la première que moi je voyais quand je pratiquais, lorsque le soleil faisait ses premières apparitions après l'hiver de manière un peu marquée, beaucoup d'enfants me consultaient parce qu'ils avaient une éruption de boutons. Alors c'était pas du tout des coups de soleil, parce que le coup de soleil il faut être longtemps. Là tout d'un coup ils étaient tout irrités au niveau de la peau, au niveau du visage, des parties découvertes. C'est ce qu'on appelle l'érythème solaire ou l'érythème allergique de l'enfant. C'est le premier contact après l'hiver avec le soleil, même si on a été attentif que l'enfant était très peu dehors. Et parfois même il se grattait. Alors, il y a des formes très importantes, des formes légères. Moi j'ai toujours vu que des formes très légères. L'enfant avait une rougeur diffuse sur les parties découvertes et parfois il se grattait un peu. Alors quand il se grattait, moi ce que je trouvais intéressant pour le calmer, c'était de mettre un petit peu de talc à une seule condition, c'est que quand on met du talc, l'enfant ne joue pas avec le talc parce que si on respire du talc, c'est pas du tout bon pour les poumons. L'érythème solaire infantile, ça disparaît en quelques heures, en quelques jours et très souvent ça revient plus après dans l'été. C'est juste le premier temps, le premier moment. Alors bien sûr, la différence avec le coup de soleil que tout le monde connaît, et là d'où l'importance extrême pour les enfants quand on va vraiment au soleil longtemps, de se mettre une protection solaire et de couvrir sur tous les endroits exposés au soleil, de ne pas être tout le temps en plein soleil. Et surtout plus l'enfant est petit, puis il y a un danger d'insolation avec des conséquences graves. Ah, combien de temps dure cette éruption cutanée? Ça dure quelques jours, en 24-48 heures en général c'est parti. Il y a des formes très marquées avec des cloques et tout, mais ça j'en ai jamais vu. J'ai vu que des formes très discrètes et qui étaient une fois, puis après ça ne revenait plus. J'ai dit aux parents, attendez, c'est le début du printemps, l'enfant ne fera plus après, dans l'été. Il ne faisait plus. Beaucoup plus fréquentes que les éruptions solaires ou les érythèmes solaires suite à une allergie au soleil sont les allergies chez l'enfant, chez même les très petits enfants, en lien avec les alimentations, ce qu'on appelle les allergies alimentaires, qui sont d'ailleurs en pleine augmentation et qui méritent un soin très particulier. Alors on y pense quand on voit un enfant qui tout d'un coup a des boutons, éventuellement à les yeux qui se mettent à le gratter, à larmoyer, à éternuer et parfois à tousser. Il faut se poser la question, est-ce qu'il aurait mangé quelque chose qui aurait pu provoquer ça? Alors en général, la première allergie que les enfants font, en fait, ce qui est la plus fréquente, c'est l'allergie au lait de vache. Après, il y a des allergies aux fruits à coque, c'est-à-dire les arachides, tout ce qui contient de l'arachide. Puis il y a beaucoup d'aliments qui peuvent donner. Les fraises peuvent donner les fruits rouges. Et donc ça, il faut quand même l'identifier. Si un enfant a une éruption, il faut toujours se dire, est-ce qu'il aurait pu manger quelque chose qui aurait pu donner cette éruption? Et si on retrouve cet aliment, c'est important, parce que si on continue à le donner à l'enfant et qu'il fait plusieurs fois des éruptions, il peut développer une allergie grave, à la différence du soleil. Ça peut même conduire des enfants à faire ce qu'on appelle un choc anaphylactique. Donc c'est très important. Alors quand les parents ont un doute par rapport à un aliment, moi il y avait un petit truc que j'avais trouvé, c'était de dire aux parents, si vous avez un doute par rapport à tel aliment, qui pourrait être responsable de la réaction allergique de l'enfant, vous faites une petite bouillie avec l'aliment incriminé et vous le mettez sur les lèvres de l'enfant, à la jonction entre les lèvres et la peau, et vous attendez pendant 5 minutes. Et si ça devient tout rouge dessous, c'est que l'enfant a vraiment une allergie. C'est un petit test qu'on peut faire, un test familial, un test allergique familial. Mais le mieux, c'est comme si on a un doute, il faut aller voir un allergologue qui doit faire des tests à l'enfant pour identifier précisément quel est l'aliment qu'il faut supprimer de son alimentation, au moins pour un grand moment. Et il faudra attendre souvent plusieurs années pour pouvoir le réintroduire, en sachant qu'autour de 6 ans, beaucoup d'enfants commencent à sortir de ça. C'est d'ailleurs intéressant, ça va de pair avec le développement de l'immunité de l'enfant. D'où la première vidéo que j'avais faite sur l'enfant acteur de sa propre santé, de sa propre immunité. En fait, on voit comment l'enfant, traversant les petites maladies, les fièvres et compagnie, développe des compétences peu à peu, qui vont lui permettre justement de ne pas rentrer dans l'allergie. Je suis absolument certain, c'est mon expérience, que plus un enfant développe bien son immunité d'enfant, son immunité naturelle, moins il a de chances de faire d'allergie ultérieurement. Et c'est là aussi que se pose la question des vaccinations précoces chez l'enfant quand il n'est pas encore prêt. Parce que quand on voit actuellement l'explosion, on estime que 6 à 7% des enfants, des petits-enfants, ont des allergies alimentaires. C'est énorme. On peut se poser la question, comment se fait-il qu'ils réagissent comme ça aux aliments? On peut se poser la question, qu'est-ce qui a perturbé leur système immunitaire? J'avais un mot pas très sympa pour parler des allergies. Je disais que l'allergie est une délinquance immunitaire. Donc comment éviter la délinquance? Comme au niveau de la psychologie des enfants, aider l'enfant à bien se développer permet d'éviter de rentrer dans une délinquance quelconque. Voilà. Bon, j'irai pas plus loin, mais maintenant ne pas oublier, si un enfant en a un doute, il faut absolument voir un allergologue pour faire des tests, savoir quel est l'aliment. Il ne faut pas continuer à donner un aliment pour lequel l'enfant est allergique parce qu'il peut y avoir des problèmes vraiment graves.
Alors il y a une autre maladie éruptive, donc une floraison de l'enfant, dont on a déjà parlé au moment de la fièvre. C'est la fameuse fièvre qui dure pendant 3 jours, qui est souvent très élevée. Et je dis toujours, il faut chercher la cause. Le problème, c'est qu'on ne la voit pas dans cette situation. On ne la voit pas parce qu'il faut attendre que l'éruption sorte. Ça s'appelle la fièvre des 3 jours. Les Allemands disent le Drei Tage Fieber, c'est-à-dire la fièvre des 3 jours. Il y a 3 jours de fièvre et au bout de 3 jours, l'éruption sort. Avant, on n'a rien. Et du coup, il faut attendre ce moment-là en étant sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Que je disais dans la vidéo sur la fièvre, qu'il faut quand même très attentif comment est l'enfant, parce que c'est ça qui nous guide. Si un enfant, on attend qu'il ne va pas bien, c'est que ça va pas. Alors j'ai parlé déjà du paracétamol, et en même temps de regarder s'il n'y a pas une autre raison qui fait la fièvre. Et puis quand la fièvre apparaît, au bout de 3 jours, elle apparaît d'un coup, diffuse partout. L'enfant est rouge, d'une manière uniforme, et il est guéri. En fait, là aussi, en 24-48 heures, tout disparaît, et il ne fera plus jamais ça dans sa vie. C'est une immunité définitive. Et ce n'est pas contagieux pour les adultes, habituellement. C'est contagieux pour les enfants. Ils font tous ça entre 3 mois et 6 ans. C'est très, très, très habituel. C'est souvent la plus grosse fièvre que font les enfants petits à partir de 4-5 mois, 6 mois. Maintenant, il y a une autre maladie qui est tout à fait différente. C'est un enfant qui a été en contact avec un autre. Souvent, on ne le sait pas, on le redécouvre après. Et qui, 15 jours à 3 semaines après, va commencer à avoir des petits boutons qui apparaissent un peu partout, qui sont des petits boutons rouges, isolés. Là, c'est pas du tout diffus, c'est des petits boutons un par un. Et si on met son doigt sur le petit bouton, on va très vite sentir qu'il est un peu dur. Cette notion, pour les parents, c'est intéressant d'appuyer un tout petit peu avec le bout de la pulpe du doigt. Et cette petite dureté va devenir de plus en plus marquée. Et on va apparaître une vésicule. Et c'est la varicelle, que tous les enfants font tôt ou tard. Donc la varicelle, c'est une maladie qui n'est pas du tout grave. Il y a aussi, on peut décrire parfois des complications que je n'ai jamais vues. Complications encéphalitiques et compagnie. Alors aussi, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils avaient entrepris de vacciner tout le monde contre la varicelle pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et ils ont vu apparaître chez l'adulte des zonas, et ça, c'était comme un gros problème. Du coup, ils ont arrêté en disant c'était étrange, hein, ces zonas, comme si on ravivait quelque chose. Le virus de la varicelle est un virus qui est très proche de l'herpès, hein, et donc ça peut après se raviver. Donc la varicelle, c'est une maladie, alors il ne faut pas faire grand-chose. Moi, j'aimais bien, parce que les enfants, ça les amusait beaucoup, de prendre de l'éosine aqueuse, je dis bien sans alcool. L'éosine, c'est le petit produit rouge qu'on trouve en pharmacie. Et de prendre avec un coton-tige, de mettre les petits boutons, ça les sécher, de les tamponner, ceux qui sont les plus apparents, ceux qu'on a été le plus accessibles, de les tamponner avec de l'éosine aqueuse. En fait, le but, c'était d'abord l'enfant, vous voyez, qui devenait une petite coccinelle, en disant on va jouer à la coccinelle, ils adoraient cela. Et les petits boutons séchaient plus vite et du coup ça diminuait le grattage parce qu'il faut éviter les grattages, parce que les grattages peuvent laisser des cicatrices, surtout sur le visage. Donc au lieu de gratter, on peut apprendre à tamponner et puis surtout à mettre un petit peu d'éosine aqueuse. Parce que les désinfectants, c'est inutile, c'est pas infecté du tout. Après, il y a la croûte qui arrive, et quand la croûte arrive, il faut essayer de ne pas la faire tomber. Elle va tomber toute seule et elle ne laissera pas de cicatrice si on ne l'a pas grattée. Et quand il y a la varicelle, il vaut mieux pas aller au soleil, et surtout dans les jours qui suivent, c'est comme des petites brûlures locales, sinon ça peut faire des cloques, et là aussi, laisser des cicatrices. C'est très bien cette question du soleil. Hein. Il faut protéger un peu l'enfant de la lumière et du grand soleil. Alors, il y a une autre maladie qui n'a absolument rien à voir avec cela, qui s'appelle la rubéole. Alors, la rubéole est une maladie qui était, avant la vaccination, qui était extrêmement fréquente. C'est une maladie qui est très très discrète, il n'y a quasiment pas de fièvre, un tout petit peu, 38 parfois. Ça apparaît d'une manière, tout d'un coup on voit l'enfant qui a fleuri, on le voit un matin, il a plein de petits boutons. Et ces petits boutons, quand on ne connaît pas, on a du mal à le reconnaître. Alors il y a une petite clé de diagnostic, et que là aussi il faut être un peu expérimenté pour le trouver, c'est dans la nuque. Si on palpe la nuque de l'enfant, on trouve des petits ganglions très caractéristiques, on dirait des petits plombs de chasse sous la peau. Et ça, c'est ça fait le diagnostic de la rubéole. Alors la rubéole est un exemple pour moi extrêmement intéressant au niveau pédiatrique parce que c'est une maladie qui, dans l'enfance, est absolument anodine. Alors que si on ne la fait pas et qu'on la fait à l'âge adulte, ça peut prendre des proportions beaucoup plus graves. Tout le monde connaît le problème de la rubéole pendant la grossesse. Une maman enceinte qui a une rubéole, ça peut être vraiment problématique parce qu'elle peut avoir le virus circulant dans son corps, peut provoquer des déformations, des malformations du fœtus. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et c'est là que c'est un sujet comme qui est très intéressant parce que le fait de faire cette maladie qui, dans l'enfance, de la petite enfance, est absolument anodine, le fait de ne pas la faire, ça propose à la personne adulte de le faire avec toutes les conséquences que ça peut avoir.
Alors il y a bien le vaccin, mais le problème du vaccin, c'est que la durée du vaccin n'est pas définitive. Donc il y a un moment donné, il y a des mamans, moi j'ai connu des mamans qui attendaient des enfants qui avaient été vaccinés, enfants bébés, qui étaient plus protégés. Donc il faut refaire, on est reparti dans le fait de refaire. Alors que la protection de l'enfant par la maladie qu'il fait lui-même, on voit que c'est une vraie réaction d'apprentissage, il a une protection définitive pour après. Et même une maman qui a eu la rubéole enfant et qui est en contact avec la rubéole alors qu'elle est enceinte, elle va remettre en place ses anticorps et l'enfant ne sera pas atteint. Donc c'est un sujet très très intéressant. Ça c'est la rubéole. Alors, il faut y penser parce que c'est une maladie qui est difficile à diagnostiquer si on n'a pas la notion des petits plombs de chasse et puis le contact avec d'autres enfants qui ont eu. Et alors ce qui est très important, c'est qu'il y a un enfant qui a la rubéole, il faut le protéger de tout contact, il faut protéger les mamans enceintes de tout contact avec eux au cas où il y a un passage qui se fasse et que la maman n'ait pas eu quand elle était enfant. Alors une autre maladie qui elle est très bruyante, très bruyante, qui peut ressembler un peu à la roséole mais qu'en fait n'a rien à voir quand elle évolue, c'est la rougeole. Alors la rougeole, alors moi je suis un médecin qui a travaillé avant les vaccins. Donc j'ai connu la rougeole de manière généralisée. Dans mon cabinet, tous les enfants avaient tôt ou tard la rougeole. Les vaccins n'existaient pas encore. Et alors j'étais impressionné parce que c'est une maladie qui était très forte. L'enfant a 42 fièvres, énormément de fièvre. Alors ce qui différencie de la roséole infantile, c'est qu'il tousse très vite. Il a les yeux qui coulent, comme s'il avait une conjonctivite. Il a le nez qui coule et il tousse une toux très particulière, ce qu'on appelle la toux du chien. Il tousse tout le temps. Et puis il faut attendre là 1, 2, 3 jours, et puis tout d'un coup une éruption arrive, avec une grande poussée de fièvre, et l'éruption apparaît derrière les oreilles et à la racine des cheveux, et ensuite elle va descendre en quelques jours. Tous les jours c'est un peu plus bas, le visage, le thorax, les jambes, ça va aller jusqu'aux pieds, comme si on avait versé de l'eau sur la tête de l'enfant et que ça descendait, que ça ruisselait sur le corps. C'est-à-dire que c'est des boutons uniformes, bien qui ont une consistance, on dirait du velours. Autant la varicelle, c'est un peu dur. La rougeole, c'est quand vous avez l'enfant qui a l'éruption, quand vous touchez avec la pulpe du doigt, on a l'impression que c'est un peu aqueux, il y a un peu d'eau sous la peau. Ça fait un aspect, c'est pas des cloques, hein, c'est une éruption qui donne un aspect de velours très chaud. Alors l'enfant a beaucoup de température, et il tousse. Alors la maladie va durer à peu près une semaine, quand l'éruption est sortie, après c'est fini, l'enfant est guéri, et il aura une immunité là aussi définitive, ce qui est différent de la vaccination qui ne provoque pas une immunité définitive. D'ailleurs, quand la vaccination est arrivée, on pensait qu'une injection allait suffire jusque dans les années 2000. Et puis on a vacciné donc tous les enfants, c'est devenu quelque chose d'obligatoire à partir des années 80. Et en fait, on a vu revenir la rougeole. Il y avait des endroits au Canada, par exemple, où 90% des enfants étaient vaccinés et on voyait reparaître la rougeole. Du coup, on a dit qu'il fallait faire une deuxième injection. Donc on est maintenant à une deuxième injection. Alors il semble que ça marche. Le problème, c'est que ce sont les adultes maintenant qui font. Récemment, à Berlin, il y a eu plusieurs cas d'adultes avec des formes graves qui peuvent être mortelles facilement. Hein, parce que les adultes, moi quand j'étais dans mon cabinet, chaque fois que je voyais un enfant qui avait une maladie infantile, dans la mesure où j'avais fait ces maladies quand j'étais moi-même enfant, eh bien je remettais en place mon système, je me revaccinais naturellement grâce aux enfants. Et ça, c'est en faisant ça de temps en temps, j'étais plus en danger de faire ça à l'âge vieillard. Parce que quand on est vieux, on a une baisse de l'immunité et c'est là que les maladies infantiles peuvent revenir. Donc ça pose un problème dans l'avenir de nos sociétés avec la vaccination généralisée. Et moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que cette maladie pourrait jouer un rôle positif pour l'enfant? Quand j'étais en préparant l'internat de médecine, c'était avant les années 80, j'avais dans les questions d'internat touchant la rougeole, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé, c'est qu'on disait qu'un des effets positifs de la rougeole, c'est que des enfants qui avaient des syndromes néphrotiques, c'est un problème urinaire, rénal, ils pouvaient être guéris après avoir eu la rougeole. Comment la rougeole pouvait permettre à un enfant, par son système immunitaire, de guérir un syndrome néphrotique. Un syndrome néphrotique, c'est un problème que moi, je n'ai jamais vu, mais qui était quand même très difficile parce que l'enfant avait une fuite des protéines dans les urines. Ce n'était pas une fuite de sucre, c'est une fuite de protéines avec des œdèmes et c'était compliqué. Ça m'avait mis la puce à l'oreille. Et ensuite, quand j'ai vu des enfants qui avaient la rougeole, j'ai vu aussi des choses qui m'ont beaucoup intéressé. J'ai connu des enfants qui avaient des eczémas importants, des eczémas constitutionnels, ce qu'on appelle l'eczéma atopique, et mystérieux. Ils étaient très difficiles à soigner, ils se grattaient beaucoup, c'est difficile l'eczéma. On a beau chercher les facteurs alimentaires qui peuvent jouer, etc. On fera une vidéo sur l'eczéma, c'est un sujet difficile. Et j'ai connu, pas tous malheureusement, mais j'ai connu des enfants qui avaient de l'eczéma difficile, et qui vers 6-7 ans ont fait la rougeole, et après la rougeole, mystère, ils n'avaient plus d'eczéma. L'eczéma avait disparu. Quand on sait que l'eczéma est aussi une maladie, il y a un aspect génétique, mais c'est aussi un problème immunitaire, on peut se dire que la rougeole, certainement, devait jouer un rôle dans le développement de l'immunité de l'enfant par rapport à des problèmes qu'il avait qui touchaient l'immunité. Et alors, quand dans les années 80, j'avais découvert un article de l'INSERM, l'Institut national de recherche médicale français, qui avait fait une carte de la France.
Alors ça, c'est ce que je dis, là, normalement, je ne devrais pas le dire, parce qu'on n'a pas le droit d'aller contractuellement, un médecin doit faire ce qu'on lui dit, et pas faire ce qu'il pense. Vous voyez? Parce que là, je mets un petit peu en cause la vaccination telle qu'elle est actuellement généralisée. Il y avait cette carte de l'INSERM, elle montrait que en France, il avait fait une carte là où se répartissaient les enfants, là où il y avait les régions où il y avait le plus de rougeole, il y avait beaucoup moins d'allergies qu'ailleurs. Ce sont allergies tout venant, allergie au pollen, allergie à ci, allergie à ça. Comme si la rougeole jouait un rôle anti-allergique par le développement immunitaire qu'elle permettait. Et alors ça, c'est un sujet qui m'a tout de suite intéressé. Je me dis, tiens, la rougeole pourrait donc jouer peut-être un rôle positif. Et alors ensuite, j'ai appris, j'ai lu, qu'en Afrique, les rougeoles faisaient des ravages. Alors je me suis posé la question, il va bien y avoir une raison pourquoi la rougeole fait-elle des ravages en Afrique. Et en fait, la rougeole, on sait maintenant quel est le problème des Africains avant tout. C'est qu'ils ont des carences en vitamine A. Et la vitamine A qui est difficile à trouver dans l'alimentation en Afrique, on en trouve surtout dans les carottes. Ils en ont pas, tous les enfants, ou quasiment tous les enfants africains sont en carence de vitamine A. Alors on a dit il faut les vacciner, il faut les vacciner. Le problème c'est que la carence en vitamine A entraîne un déficit immunitaire. Ça amène un problème de développement de l'immunité. Donc quand on vaccine des enfants qui ont déjà des carences immunitaires, sont en difficulté immunitaire, on peut imaginer que c'est quand même pas si fantastique que ça. Donc au lieu de se précipiter sur une vaccination généralisée de tout le monde, on se peut se poser la question s'il n'aurait pas été plus intéressant de supplémenter systématiquement tous les enfants en vitamine A, de chercher les moyens qu'ils n'aient pas de carence en vitamine A et de vérifier si jamais il y avait moins de problèmes. Voyez ? Parce que cette maladie, moi c'est comme beaucoup de maladies, je pense qu'on a négligé le fait que c'était certainement une maladie, comme tous les enfants faisaient. C'est comme si on disait on va supprimer la puberté, qui n'est pas une maladie, la puberté c'est une phase de développement de l'enfant, qu'il faut aider à franchir, qui peut parfois être problématique. Ces maladies qui ont été condamnées comme absolument à disparaître, eh bien on peut se poser la question s'il n'y aurait pas un intérêt. Alors c'est pas pour ça que je veux mettre en cause la vaccination, mais je dis peut-être que ça mériterait. Et d'ailleurs il y a un mouvement actuellement aux États-Unis, avec le nouveau ministre de la Santé qui s'appelle Kennedy Jr., qui se pose des questions sur ces sujets. Est-ce que c'est si juste que ça de faire ça de manière généralisée à tout le monde? Et lui, il a mis en évidence cette histoire de la vitamine A. Donc on va voir ce que ça va donner. Il est possible que dans les années qui viennent, notre manière d'aborder ces maladies évolue. Et ça, j'en serais très heureux parce que mon expérience de la rougeole, qui était très importante avant la vaccination, n'était pas du tout ce qu'on me dit. D'ailleurs, si on regarde bien les chiffres avant la vaccination, les risques de complications étaient de 1 pour 100 000 enfants, ce qui est d'ailleurs très peu. Vous allez me dire si ça vous arrive. Bien sûr, sur 100 000 enfants, il y a beaucoup de choses sur 1 pour 100 000. Vous voyez, ce qui représente 0,01% de risque. Et ce serait tellement plus intéressant de se poser la question qui sont les enfants à risque et qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir. Alors j'ai eu une fois un enfant qui avait une complication à la rougeole qui a été hospitalisé pour une pneumopathie. C'est classique les pneumonies à la rougeole. Et alors ce qui était très intéressant, c'est cet enfant qui avait été vacciné, il a fait une complication, il a fait une rougeole. C'était à l'époque il n'y avait qu'un seul vaccin. Et en fait, là, il a été hospitalisé. Et à l'hôpital, il y a un truc qu'ils n'ont pas cherché, c'est qu'est-ce qui aurait pu provoquer aussi cette pneumonie. Et en fait, quand on revenait du recul, on se rendait compte que cet enfant ne pouvait pas, d'une chose toute étrange, il ne pouvait pas faire le cochon pendu. C'est lui qui me l'a raconté. Parce que dès qu'il faisait le cochon pendu avec la tête en bas, il avait l'impression qu'il avait plein de liquide d'estomac dans la bouche. En fait, il avait un reflux gastro-œsophagien. Et donc, je pense que sa complication pulmonaire de la rougeole, suite à la toux, a été provoquée. Ça s'appelle pneumonie d'inhalation, probablement provoquée par le fait qu'il avait un reflux qu'il aurait fallu qu'on traite et qui n'a pas été traité, qui n'était pas connu. Petit ajout sur la rougeole. Il faut savoir qu'un médecin n'a pas le droit de parler de ce sujet parce que c'est une loi qui existe en France, c'est obligatoire pour toute l'Europe. Tout le monde doit être vacciné contre la rougeole à raison de 2 injections avant l'âge de 5 ans. Par contre, donc moi, je n'ai pas le droit de m'opposer à ça et c'est loin de moi l'idée de dissuader les parents de faire la rougeole. Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'avant d'avoir la vaccination, j'ai vu énormément de rougeole, puisque je travaille depuis plus de 30 ans, hein, et je ne voyais pas de complications, sauf une fois, comme je l'ai mentionné un peu avant. Et je me suis posé la question, comment se dit que je ne vois pas de complications? Parce qu'il existe des complications graves, dont des encéphalites graves. C'est exceptionnel, comme je le disais aussi, 0,001%, bien sûr, si ça arrive. Je me suis dit, comment se dit que je ne vois pas de complications avec la rougeole? Je pense que la clé dans la rougeole, c'est la fièvre. Plus on apprend à respecter la fièvre, à condition que l'enfant la supporte, je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait sur la fièvre, si on aide l'enfant à faire sa fièvre et que s'il la supporte, on ne la coupe pas systématiquement, eh bien je pense que ça a un effet majeur comme moyen d'éviter des complications chez l'enfant. Toujours est-il, regardons l'enfant, c'est lui qui nous dit s'il supporte pas. Et s'il ne supporte pas, il faut lui donner du paracétamol et le renouveler éventuellement si au bout d'un moment, on sait que c'est la rougeole, ça va durer quelques jours et que la fièvre est quand même très forte et la toux est terrible. Quant à la toux, il ne faut pas donner d'antitussif, ça ne sert strictement à rien. Quand on est en période estivale, il faut humidifier la pièce où est l'enfant parce que l'humidité, sinon il dessèche ses branches. Hein. Et moi, j'utilisais beaucoup des aérosols avec de l'eau salée, du sérum physiologique.
quand l'enfant toussait trop. Mais ce n'est pas forcément la peine. Il faut là aussi voir comment ça se passe, comment il est. Alors maintenant, il reste d'autres maladies. Il y a la scarlatine, mais j'en parlerai pas. J'en parlerai dans les angines. C'est une angine avec une éruption, donc c'est très particulier. Le syndrome main-pied-bouche, que tous les enfants connaissent aussi dès qu'on est dans la collectivité, où là, c'est une atteinte de la main, de la bouche et du pied. Des petits boutons. Alors c'est un peu désagréable pour l'enfant, mais ça dure. C'est un virus Coxsackie. Ça dure quelques jours, après c'est guéri. Alors vous avez par contre quelque chose que moi j'ai connu à l'hôpital qui m'a beaucoup frappé, c'est la primo-infection herpétique. On avait des enfants qui venaient en catastrophe à l'hôpital, les parents, le médecin généraliste pensait que c'était une leucémie qui commençait. Pourquoi une leucémie? Parce que l'enfant avait de la fièvre, il avait les gencives qui saignaient, trouble de la coagulation apparemment. Et en fait, quand on regardait bien, il avait les gencives toutes rouges. Et la langue souvent avec des boutons, c'était cette histoire de primo-infection herpétique. En général, l'enfant fait un herpès sans les boutons de fièvre que nous connaissons quand on est plus grand. Il fait une atteinte au niveau des gencives, au niveau de la langue. Et alors c'est très très agréable, il a souvent de la fièvre, il peut avoir 40 de fièvre là aussi, il ne peut plus manger, il ne peut plus boire, donc il faut lui donner des choses très froides, il faut lui donner de l'eau très froide, des aliments froids, parce que ça calme. Hein. Alors il y a des antivirus, mais j'en ai pas l'expérience, acyclovir, etc. Hein. Moi j'avais noté que tamponner avec du bicarbonate de soude les endroits, des gencives douloureuses, ça calmait souvent la douleur. Il ne faut pas en faire trop parce qu'il ne faut pas prendre beaucoup de bicarbonate. Ah, super. Voilà, il y a d'autres choses qui pourraient être dites. Et là, les parents peuvent faire des remarques dans les commentaires s'ils veulent, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les éruptions, la floraison de l'enfant dans ces maladies infantiles. Je pense que j'ai peut-être oublié l'une ou l'autre, mais je ne vois pas. Hein. Et tu veux dire un mot sur peut-être le fait qu'ils restent libres de se faire vacciner s'ils veulent? On fait un Bien truc sûr, comme ça. Il faut que les parents, de toute façon, la loi est la loi, on n'a pas Alors le droit de vas-y, s'opposer. fais une phrase Même ce comme que ça. je dis, le fait que moi, je me permette en tant que pédiatre d'amener un petit doute par rapport à la vaccination, je suis en tort. Hein. Rien que ça pourrait faire fermer la vidéo. Tu veux dire peut-être que s'ils veulent se Les vacciner, parents c'est peuvent leur faire ce choix. qu'ils veulent. Maintenant, je pense que les choses dans l'avenir vont certainement changer, parce qu'il y a 2 injections maintenant obligatoires. Il y en aura peut-être bientôt une 3e, une 4e. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution de toutes ces choses dans le temps. Parce que reste persuadé, dans mon expérience, qu'être malade pour un enfant, c'est très très important. Et que c'est ça qui lui permet de développer ses compétences pour plus tard sur le plan de sa santé. On n'imagine pas à quel point, à quel niveau. Sans plus, quand on pense à ce qu'on appelle l'immunité croisée, quand un enfant fait une maladie, il développe des anticorps contre une maladie, plus il développe des anticorps contre d'autres maladies, souvent qu'on ne sait pas, qui peuvent l'empêcher de le faire. Et en plus, actuellement, on voit tellement d'allergies, on voit tellement d'enfants qui ont des maladies auto-immunes, que je pense qu'on devrait se reposer la question. L'auto-immunité, c'est une maladie qu'on fait contre soi. Je me pose la question si on n'aurait pas quand même beaucoup intérêt à s'interroger beaucoup sur ce développement immunitaire de l'enfant au travers de ces maladies et de ces floraisons, comme nous l'avons abordé là, d'une manière peut-être un peu confuse pour vous, là, excusez-moi.